Des centaines d'Afghanes et d'Afghans se révoltent contre les talibans. Notre arme, c'est notre voix. Ce ne sont pas des fusils. Ils excluent les femmes du gouvernement, mais on veut conserver nos droits. Ils nous interdisent l'accès au monde du travail, à la formation. Les talibans ne nous lâchent pas des yeux dès qu'on met un pied dehors. Deux mois après la prise de pouvoir des islamistes radicaux, le peuple afghan est écartelé entre la peur, la révolte et la nécessité de fuir. Les talibans sont les nouveaux maîtres de Kaboul. En août 2021, le groupe armé est passé à l'attaque et a balayé le gouvernement en place soutenu par les forces occidentales en quelques jours à peine. Une prise de pouvoir qui a plongé la ville dans le chaos. Des jours durant, les États-Unis et les pays européens pris de court évacuent leurs ressortissants et les auxiliaires afghans en toute hâte. Depuis, tous les ponts aériens ont été fermés. Un vide abyssal règne à présent sur l'aéroport. Pour la première fois depuis 20 ans, les Américains et les Européens ont abandonné les Afghans à leur sort. Notre équipe était à Kaboul juste avant la chute de la ville. Nous avions rencontré des hommes et des femmes qui avaient placé tous leurs espoirs entre les mains des Occidentaux. Beaucoup d'entre eux sont encore en place. Que leur réserve l'avenir? Wahed nous avait envoyé un appel au secours au moment de l'évacuation. Nous craignions le pire pour lui. L'Afghanistan est désormais sous contrôle taliban. La situation est catastrophique. Notre vie est menacée. Nous voulons être évacués le plus vite possible. Je vous en supplie, cher peuple allemand, aidez-nous. Lors de notre dernière visite, Wahed nous avait raconté son histoire. Traducteur-interprète dans la Bundeswehr, il a accompagné les troupes allemandes et risqué sa vie pendant 4 ans. Ils ne me considéraient pas comme un employé. J'étais leur camarade, leur ami. J'ai participé à diverses opérations militaires. J'avais aussi l'autorisation de porter une arme, comme un soldat allemand, comme un de leurs frères. Le traducteur a longtemps nourri l'espoir d'être évacué par l'armée allemande. Mais les talibans ont pris le pouvoir et personne n'est venu sauver Wahed et sa famille, pourtant en danger de mort. Face à ces supplications répétées, un appel du ministère des Affaires étrangères lui enjoint de se rendre à l'aéroport. Là, des milliers d'Afghans frappés de stupeur attendent, témoins de drames sans nom. Pendant 1 jour et demi, l'ancien auxiliaire de l'armée et sa famille attendent au beau milieu d'une masse humaine au bord du désespoir. En témoignent les photos envoyées. Tout le monde criait « J'ai un papier, sauvez-moi ». Tout le monde avait un papier. C'était un cauchemar. Je n'oublierai jamais cette nuit-là. On a failli mourir. Mes enfants ont vu quelqu'un se faire tuer sous leurs yeux. Les Américains ont couvert le cadavre, mais on a tout vu. Il y a aussi eu un blessé. Demandez à ma femme et à mes enfants. Wahed a fini par se frayer un chemin jusqu'au terminal, où il s'est vu refuser l'accès à bord. Il a dû assister, impuissant, au décollage de l'avion qui aurait dû l'emmener. Comment en est-on arrivé là? Qu'est-il advenu de ces citoyens et citoyennes afghans qui ont risqué leur vie aux côtés des armées occidentales et qui se retrouvent désormais à la merci des talibans? Un mois après notre visite initiale,
nous retournons en Afghanistan, ou plutôt à l'Émirat islamique d'Afghanistan, comme l'ont nommé les talibans. Après une journée de voyage, nous arrivons à Kaboul. Dans les rues, la vie semble avoir repris son cours. Mais les combattants talibans sont partout. Au premier abord, ils semblent cordiaux et se laissent volontiers photographier et donnent le change. Nous nous rendons au studio de Tolo TV. Au moment de notre première visite, la chaîne de télévision était la voix de la dissidence dans le pays. Nous avions rencontré Shafiq Gawari, son cofondateur, quelques jours avant la chute de Kaboul. L'Afghan, qui a la double nationalité allemande, était alors optimiste et comptait toujours organiser un tournoi de football. Je n'aurais jamais pensé que ça se passerait si vite et que les talibans prendraient Kaboul si tôt. Je croyais qu'il y aurait des négociations et qu'un gouvernement provisoire serait formé. Shafiq est actuellement à Maastricht, où il passait des vacances au moment de la prise de Kaboul. C'est dans le café d'un hôtel qu'il vient travailler chaque jour. Il tente de garder son entreprise à flot, à distance. Il préférerait être sur place pour ajuster Tolo TV à la nouvelle réalité. On continue à diffuser les informations, sans censure. On a décidé conjointement de prendre les devants et d'adapter notre programmation pour ne pas provoquer les talibans. On a diminué le nombre de programmes musicaux et de séries turques. Mais le travail continue. La grille de diffusion de Tolo TV a été repensée. Avant l'invasion talibane, ce studio servait au tournage d'émissions musicales. La musique étant interdite depuis, on enregistre aujourd'hui une émission de cuisine, simple et inoffensive. Pour l'instant, les talibans ne s'en sont pas pris à la chaîne. Il reste cependant difficile d'engager le dialogue. Il faut constamment contourner les écueils de ce qui est désormais interdit. Dans l'industrie audiovisuelle, ils sont nombreux à être exposés, y compris le comédien Riaz Ahmed Shir. Les talibans persécutent sans cesse les artistes comme lui. Si l'islam interdisait de faire rire les gens, le travail de comédien serait impossible. Et ça a créé d'autres problèmes. Ma femme et ma mère me répètent tout le temps « Laisse tomber, pourquoi tu t'entêtes? Ça ne vaut pas le coup. » Elles ont peur. Quand elles sortent dans le village, certaines personnes les reconnaissent, même des enfants. Elles ont tellement peur qu'elles ne sortent plus que voilées pour ne pas attirer l'attention. Pour le moment, il continue à travailler. Il a même invité un haut gradé taliban dans son émission. L'entretien est un véritable numéro d'équilibriste pour Riaz. Beaucoup de sujets sont tabous et les islamistes ne sont pas réputés pour leur humour. Mais le général Moubine apprécie visiblement la comédie tant qu'elle ne dépasse pas certaines limites. La loi est claire et tout le monde doit s'y soumettre. Je ne peux pas restreindre les libertés des comédiens. C'est à eux de s'en tenir aux mœurs culturelles et sociales et à l'identité islamique de la société afghane. Nous sommes tous musulmans.
De la même manière, les comédiens d'autres pays, comme en Allemagne, respectent aussi les lois en vigueur, ainsi que les mœurs culturelles, sociales et religieuses, pour ne pas heurter la sensibilité des gens. Le haut gradé s'autorise même un trait d'humour au moment de son départ. Il a l'air courroucé. Il me fait penser à un Sud-Africain que j'ai rencontré un jour et qui était toujours furibond. C'est son expression. Oui, c'est juste que je reste concentré. Je ne souris pas. D'après Shafik, toujours exilé aux Pays-Bas, l'amabilité des talibans est calculée. Il ne suffit plus d'instaurer des lois. L'attrait de la sécurité ne suffit plus pour le peuple. On ne s'en contente pas. On veut manger. Mais notre économie est en chute libre. Notre système financier a beaucoup souffert. Et le taux de chômage explose. En plus de ça, une grave sécheresse sévit là-bas. Tous ces problèmes mis bout à bout constituent d'énormes défis que les talibans devront gérer et surmonter. S'ils n'y arrivent pas, ce sera très compliqué. Pendant leur première semaine au pouvoir, les talibans se montrent sous leur meilleur jour. Ils annoncent que la presse doit continuer sa mission d'information, mais aussi que les femmes ont le droit de continuer à travailler. En tout cas, dans les limites de ce qu'autorise la charia, la loi islamique. Les dirigeants ont également accordé une amnistie à tous ceux qui ont un jour collaboré avec des troupes étrangères. Peu d'Afghans les croient sur parole. Ils craignent que les talibans ne montrent vite leur vrai visage. La seule solution pour les anciens auxiliaires des armées étrangères, se cacher. C'est le cas de Wahed. Après plusieurs jours de recherche, nous le trouvons enfin. Lui et sa famille ont trouvé refuge chez des proches. Il ne croit pas que les talibans l'épargneront. S'il y a vraiment une amnistie, pourquoi la communauté internationale a-t-elle évacué plus de 100 000 personnes en 10 jours? Elle n'aurait pas eu peur de laisser ses employés ici si elle y croyait. Et là, je n'aurais pas l'impression d'être le dernier laissé à l'abandon. Depuis le mois d'août, Wahed ne fait plus confiance aux Allemands. Il a aussi compris pourquoi le gouvernement ne l'a pas évacué. Le traducteur serait sur une liste noire. En d'autres mots, pour des raisons de sécurité, il n'a pas le droit d'entrer en Allemagne. Il n'a aucune idée de ce qu'il a fait pour figurer sur cette liste. Avoir le droit de savoir ce que j'ai fait de mal, de connaître mes erreurs, c'est un droit élémentaire pour tout être humain. Ils peuvent aller vérifier dans mon passé, auprès de ma famille, du gouvernement afghan. Ils peuvent aller fouiller partout. S'ils trouvent quoi que ce soit, ils pourront m'envoyer en prison à perpétuité. Dans le cas contraire, je suis innocent. Je n'ai rien fait de mal de toute ma vie. Wahed nous montre tout un tas de documents. Il possède des lettres signées par des hauts gradés de l'armée allemande, attestant de leur confiance envers lui. Ses anciens camarades le soutiennent toujours. Ils lui envoient des nouvelles. Ferdinand Bauer est l'un d'entre eux. L'ancien colonel de la Bundeswehr a rencontré Wahed lors de campagnes en Afghanistan. Ils ont beaucoup travaillé ensemble. Il ne tarit pas d'éloges au sujet du traducteur-interprète. Le Wahed que j'ai connu est un homme extrêmement honnête. Il était déterminé à nous aider dans notre mission. On a débarqué et on a déclaré qu'on voulait neutraliser le terrorisme à la racine et participer à la reconstruction de son pays. Il avait le même but que nous. Il était dans une démarche d'aide mutuelle. On pouvait toujours compter sur lui.
Le ministère des Affaires étrangères n'a pas souhaité expliquer pourquoi Wahed est sur liste noire. Ce qui le laisse aussi perplexe, c'est la raison pour laquelle il a reçu un appel lui ordonnant de se rendre à l'aéroport avant de se voir refuser l'accès au vol au dernier moment. Il maintient qu'il ne représente aucune menace et qu'il n'a rien fait de mal. Au contraire, il dit avoir tout fait pour les soldats allemands. Pour tout vous dire, j'ai sauvé la vie de soldats allemands, alors que personne d'autre n'y serait arrivé. En tant qu'interprète, je leur ai sauvé la vie. Les Allemands ont tué un soldat de l'armée nationale afghane par erreur. Les Afghans voulaient se venger, et j'ai pu intervenir grâce à mon statut d'interprète. J'ai réussi à calmer le jeu. Il n'en reste pas moins que Wahed ne peut pas sortir du pays. Sa femme, leurs 3 enfants et lui sont à la merci des talibans. À présent, il s'en veut presque d'avoir travaillé pour les Allemands. J'ai honte d'avoir donné la vie à mes enfants. Ils sont en danger de mort par ma faute. J'aimerais tout recommencer. Je n'aurais pas dû m'engager. Wahed n'est pas le seul à se sentir trahi par le gouvernement allemand qui avait déclaré publiquement qu'il évacuerait tous ceux qui travaillaient pour son compte. Or, il n'y a pas que des auxiliaires de l'armée qui se retrouvent dans des cas désespérés. Beaucoup de citoyens allemands n'ont pas pu être évacués. Hafizullah vit et travaille en Allemagne depuis 10 ans. Il rendait visite à sa femme et à son jeune fils lorsque les talibans ont pris le pouvoir. L'Afghan, qui possède la double nationalité allemande, n'a même pas eu vent de l'évacuation. Il se sent complètement livré à lui-même. Je vis en Allemagne depuis 10 ans. J'ai toujours cru que c'était le meilleur pays du monde et que là-bas, tout fonctionnait comme sur des roulettes. Je suis très déçu. J'ai tenté de joindre l'ambassade d'Allemagne d'Islamabad à plusieurs reprises. En vain. J'ai encore essayé 2 ou 3 fois tôt ce matin. Personne n'a décroché. J'ai passé plus d'une centaine d'appels depuis que je suis à Kaboul. J'ai aussi envoyé un grand nombre d'emails. Sans succès. Hafizullah vit désormais caché à Kaboul avec sa famille. Ils font partie de la minorité chiite Hazara et sont donc particulièrement en danger. De terribles massacres avaient eu lieu lorsque les talibans étaient au pouvoir dans les années 1990. La femme de Hafizullah a une peur bleue des talibans. Les femmes n'ont plus le droit de sortir de la maison, ni de se promener dans la rue. Elles doivent impérativement porter un hijab. L'avenir des femmes en Afghanistan est incertain et préoccupant. On ne sait jamais si on sera encore en vie le lendemain. Le désespoir de la famille est si grand qu'elle a payé un passeur pour lui faire traverser la frontière avec l'Iran. De plus en plus d'Afghans chercheraient à quitter le pays. Shafiq confirme ces rumeurs. Lui voudrait retourner à Kaboul, contrairement à beaucoup de ses employés. La priorité absolue, c'est la sécurité de nos collègues. On comprend tout à fait que certains ne veuillent plus rester en Afghanistan et qu'ils soient prêts à en partir. Si on peut les aider, on le fait. Mais il est aussi important de continuer à diffuser des programmes. Alors, au fur et à mesure que nos collègues nous quittent ou prennent la fuite, nous engageons de nouveaux employés qui font du très bon travail. Tamena Ousmani fait partie de ces nouvelles recrues. Nous l'avons rencontrée lors de notre visite des studios de Tolo TV. Comme beaucoup de présentateurs et de présentatrices chevronnés sont partis à l'étranger,
La jeune étudiante de 23 ans se retrouve à présenter le journal télévisé. Elle prend ce risque en connaissance de cause, puisque les talibans font de plus en plus pression pour que les journalistes femmes restent chez elles. Ma présence et mon travail de présentatrice me confèrent un rôle important. Je montre l'exemple aux femmes qui ont peur et qui se terrent un peu plus chaque jour. Je veux les motiver à se battre pour leurs droits. J'espère sincèrement qu'on ne m'enlèvera pas cette position privilégiée. Tamena est l'une de ces femmes très courageuses qui ne se laisseront pas intimider par les intégristes. Elles sont nombreuses à vouloir défendre la liberté acquise ces 20 dernières années. Officiellement, les manifestations dénoncent le rôle du Pakistan dans la prise de pouvoir des talibans. Mais en réalité, il s'agit bien d'une révolte contre les nouveaux maîtres de Kaboul. Notre arme, c'est notre voix. Ce ne sont pas des fusils. Ils excluent les femmes du gouvernement, mais on veut conserver nos droits. Ils nous interdisent l'accès au monde du travail, à la formation. Les talibans ne nous lâchent pas des yeux dès qu'on met un pied dehors. La situation semble échapper au contrôle des combattants talibans qui sont forcés de reculer. Mais pas pour longtemps. Pour disperser les manifestants, ils vident leurs chargeurs en l'air et n'hésitent pas à rouer hommes et femmes de coups. Les sourires affichés plus tôt ont bel et bien disparu pour laisser place à une implacable violence. Une tendance qui se confirme le soir même, lors de la présentation de la composition du nouveau gouvernement. Les membres du cabinet sont tous des mollahs, des talibans purs et durs ou des terroristes recherchés. La menace d'un régime autoritaire fondé sur la charia semble se concrétiser. Depuis la prise de pouvoir des talibans et la chute de Kaboul, le nombre d'Afghanes actives est en chute libre. Beaucoup d'entre elles ont quitté le pays. Mais elles sont aussi nombreuses à être restées et à avoir peur de sortir de chez elles. On a l'impression que la moitié de la population s'est volatilisée. Les premières exécutions publiques ont déjà eu lieu. La violence des talibans choque même ceux qui les connaissent depuis très longtemps. Peter et Anne-Marie Schwittek habitent en Bavière mais travaillent depuis 25 ans en Afghanistan. Nous les avions rencontrés dans les locaux de leur association peu avant que les fondamentalistes ne renversent l'ancien gouvernement. À cette époque, ils comptaient continuer leur travail sous le régime taliban. Les visas ayant expiré, le couple a dû rentrer en Allemagne. Une profonde consternation se lit sur leur visage. Les talibans se montrent bien plus radicaux que ce qu'ils prévoyaient. On est bien plus pessimiste qu'avant. On a bien vu que ce ne sont pas les anciens dirigeants talibans qui ont repris le pouvoir. L'islamisme a une place prépondérante dans l'idéologie qu'ils imposent désormais. Les minorités religieuses et les femmes ne sont rien aux yeux de ce gouvernement. Dans les années 1990, les Schwittek ont fondé des écoles ouvertes à toutes les filles et femmes afghanes pour leur apprendre à lire et à écrire. Nous avons eu la chance d'en visiter une en août. Elle a fermé ses portes depuis.
De retour en Allemagne, Peter Schwetek fait ce qu'il peut pour rassembler de l'argent pour ses employés. Mais leur seul et unique désir est de fuir le pays. Certaines de nos connaissances ont réussi à fuir au Pakistan, au Qatar ou en Ouzbékistan. Ils arriveront peut-être à aller de l'avant ou à trouver refuge dans un camp plus grand. Mais ceux qui sont encore à Kaboul sont à la merci de la nouvelle situation. On a eu vent de plusieurs incidents qui laissent à penser que la menace est bien réelle. Si même les Schwetek ont perdu tout espoir alors qu'ils ont longtemps travaillé aux côtés des talibans, ça ne présage rien de bon pour l'avenir du pays. Les Afghans ayant travaillé pour des organisations internationales reçoivent de plus en plus de menaces de la part des talibans. Le message vocal reçu par Wahed fait froid dans le dos. C'est un message d'un commandant taliban. Le moindre de ses ordres sera exécuté. Ils vont fouiller les maisons de tous ceux qui ont travaillé pour les États-Unis ou pour la communauté internationale. Et s'ils trouvent les personnes en question, ils les tueront, soit par décapitation, soit en les couvrant d'essence en pleine rue. Ils n'attendent plus que l'ordre officiel de leur supérieur hiérarchique. Wahed est désespéré, d'autant plus qu'il a été placé sur liste noire par le gouvernement allemand. Avant de quitter Kaboul, nous cherchons, avec l'aide d'autres journalistes, à savoir ce qui lui vaut cette méfiance de la part des services de renseignement. Nous ne sommes pas les seuls à nous intéresser au cas de Wahed. En Allemagne, son destin préoccupe même des personnalités politiques comme Corinna Rüffer, une élue du Parti écologiste alors en pleine campagne présidentielle. Elle connaît parfaitement cette affaire. Elle croit en l'innocence du traducteur-interprète. On a fait apporter tous les dossiers le concernant dans la pièce sécurisée du Parlement. On a reçu des tonnes de documents. J'ai passé beaucoup de temps à tenter de découvrir pourquoi Wahed Sadat avait été placé sur la liste noire. Je n'ai toujours pas la réponse. Je ne vois aucune raison plausible qui justifierait que cet homme n'ait pas été évacué dès le départ. Selon elle, une simple spéculation de la part des Américains aurait pu pousser les Allemands à inclure Wahed sur cette fameuse liste, pour une raison absolument banale. Une explication plausible serait que l'interprète ait eu des contacts avec l'ennemi. L'ancien colonel de la Bundeswehr, Ferdinand Bauer, soutient sans faille son collaborateur et explique que ce genre de lien serait tout à fait normal. Je l'ai vu sur le terrain et avec les ennemis que nous devions vaincre. Il vivait et devait nous accompagner dans des zones de combat, où des coups de feu étaient échangés, où des gens mouraient, où des discussions avaient lieu, y compris par téléphone et avec des ennemis. Après chaque opération de ce genre, nos appareils électroniques et nos données mobiles étaient bien évidemment passés au peigne fin. Forcément, ça éveille les soupçons quand il y a beaucoup de conversations avec des personnes considérées comme des menaces. Mais quel lien avait-il avec ses ennemis? Il n'allait pas au-delà du lien qu'on lui avait ordonné d'avoir avec eux. Les politiques et les journalistes ont tenté à maintes reprises d'attirer l'attention de la ministre de la Défense sur la situation de Wahed. Nos collègues de Spiegel TV sont allés à sa rencontre, mais ils n'ont pas obtenu d'audience.
Malgré l'absence totale de justification, Wahed est toujours sur liste noire. Ce traducteur-interprète qui a consacré des années de sa vie à l'armée allemande, restera-t-il livré à lui-même, à la merci des talibans ? Du jour au lendemain, le destin de Wahed et des siens finit fort heureusement par basculer. Grâce à l'initiative citoyenne Luftbrücke Kaboul, qui a mis en place un pont aérien depuis Kaboul, lui et sa famille ont pu quitter l'Afghanistan pour le Pakistan. Ils sont enfin hors de danger. J'espère que le peuple allemand viendra bientôt nous chercher et que je pourrai me remettre à travailler dès que possible. Je veux que mes enfants deviennent des gens bien et se mettent au service de l'humain. En Allemagne, ils pourront faire des études et se construire un meilleur avenir. J'espère que nos rêves se réaliseront vite. Pour beaucoup d'Afghanes et d'Afghans, qu'ils aient travaillé pour la communauté internationale ou non, leur espoir s'envole peu à peu. Entre les sanctions draconiennes, la répression sévère et la famine qui menace le pays, leur avenir est plus qu'incertain.